Désormais, nous allons écouter un éclairage. Cet éclairage, c'est Gilles Boeuf qui va nous le donner avec ce titre One Health, préserver la nature pour sauvegarder l'humanité. Gilles Boeuf va me rejoindre dans un instant. Merci beaucoup de nous rejoindre, Gilles Boeuf. Vous êtes océanologue, président d'Éthique Océan, professeur spécialiste de l'environnement et de la biodiversité. Je vous laisse donc la parole. Merci beaucoup, puis merci de m'avoir invité ici à La Rochelle. J'y reviens à chaque fois avec le même bonheur et le même plaisir. Tout à l'heure, j'écoutais nos deux amis qui nous ont beaucoup parlé de climat. Il y a juste un an, jour pour jour, on était à l'IUCN à Marseille, au colloque mondial sur la protection de la nature et de l'environnement, et on constatait que sur 20 ans, on a parlé 8 fois plus du climat que du vivant. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut moins parler du climat, mais je vous montrer que le combat pour le vivant est largement aussi important. Et la conclusion, il y a un an, ça avait été de dire finalement, vivant, climat, même combat. Ce n'est pas toujours lié, mais c'est très souvent lié. C'est ce que j'essaie de vous raconter sur mon exposé. Alors, les écosystèmes, c'est quoi? Une construction du vivant. Deux mots. La Terre, elle a 4,6 milliards d'années. C'est bien daté, on a plein de méthodes pour faire ça. 4600 millions d'années, c'est l'âge de la Terre. Et le vivant, allez, 700 millions d'années de moins, vers un peu moins de 4000 millions d'années, le vivant apparaît. Je vais vous montrer, le vivant, c'est une cellule, donc une membrane, de l'eau dedans, y compris les humains, bien sûr. Alors, je vous ai mis deux écosystèmes les plus riches au monde en nombre d'espèces ramenées à la surface. Un morceau de terre française en Amazonie, la Guyane, 30 000 espèces au kilomètre carré. Elle part à la vitesse, cette forêt tropicale, tout à l'heure on l'a dit, de la surface de la Grande-Bretagne chaque année. À ce rythme-là, on n'en aura plus à la fin de ce siècle. Plus de la moitié de toutes les espèces connues vivantes de la Terre viennent de la forêt tropicale humide. L'équivalent, en fait, marin, c'est ça, c'est le récif corallien, toujours français, c'est la Nouvelle-Calédonie. 5 à 6 000 espèces au kilomètre carré. Construction du vivant, et ce corail, on en a perdu la moitié sur 50 ans. Voilà. Le corail est super intéressant, mon ami Romain qui est là avec Tara s'y est beaucoup intéressé. Le corail, c'est moins de 1% de la surface de l'océan, et c'est plus du tiers des espèces connues dans l'océan. Vous voyez l'intérêt de ces milieux, la forêt tropicale humide d'un côté, le corail de l'autre. Et je vous ai mis une ville chinoise, on parle beaucoup de la Chine, Shanghai, et bien c'est le tiers des Français dans la même ville. Voilà. Donc vous imaginez bien que ce n'est pas sans effectivement conséquences. Alors, deux questions qu'on a abordées tout à l'heure. Le climat qui change trop vite. Que le climat change, ce n'est pas préoccupant, il a tout le temps changé. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il change beaucoup trop vite. Hein. Tout à l'heure, Jacques citait les excès que l'on vit, par exemple, en ce moment au Pakistan. Mais n'oublions pas qu'il faisait à Bordeaux, le 18 juillet 2022, 42 degrés, et qu'on a la sécheresse la plus terrible qu'on enregistre en France depuis plusieurs siècles, depuis la première semaine du mois de juin. Qu'est-ce qu'il se passe? Et je vous ai mis ici en bas là, un autre problème. Je vais trop vite. C'est effectivement la remontée du niveau de la mer. Bon, je n'ai pas mis l'image. Elle remonte très vite. Monsieur le maire l'évoquait. La mer remonte 6 fois plus vite depuis une vingtaine d'années qu'elle n'avait monté depuis 3000 ans. Donc il se passe quelque chose. L'eau est plus chaude, donc elle prend plus de place. Deuxièmement, les glaciers, on l'a dit, fondent. Hein. On voit l'effondrement des glaciers au Chili en ce moment. On en a vu également de l'autre côté en Argentine, en Patagonie. Et puis également, on pompe des eaux très profondes qui ne seraient jamais allées à l'océan, qui étaient plus basses que les niveaux qui les auraient amenés un jour naturellement à la mer. On les sort, 1000 mètres, 2000 mètres de profondeur, et ça repart aussi à l'océan. Et puis je vous ai mis aussi le second problème, ce vivant qui s'en va. Je vous ai mis une espèce locale ici, de Nouvelle-Aquitaine, qui s'appelle l'esturgeon, ce poisson en train de disparaître. Il en reste même pas quelques centaines dans la nature. Un poisson fabuleux, il donnait le caviar, hein. Et lorsque la révolution russe fait que les Français de l'époque n'avaient plus de caviar, on s'est mis à vendre les œufs des esturgeons de la Gironde dans des boîtes écrites en cyrillique. Ça faisait chic. Et on les a éteints, effondrés. Et puis un petit dernier, qui est lui dans le concert général de ce qui s'en va, vient d'apparaître. Quelque part, mi-2019. Il s'appelle Coronavirus 19. Les Chinois nous ont beaucoup menti au début. Hein. Ils l'avaient depuis quelque temps. Rappelez-vous ce vol, on s'est beaucoup intéressé, nous, à la Pied-Salpêtrière à Paris, avec mes collègues médecins. Le 20 janvier 2020, cet avion Wuhan-Milano, premier cluster en Europe, ils étaient tous malades. Le virus, il n'a pas de tête, il n'a pas de pattes, il n'a pas de dessin, il n'a pas de cerveau.
il fait le tour du monde à une vitesse absolument incroyable. Ce qui n'aurait pas dû se passer, s'est passé. Et ce qui aurait dû rester là-bas est arrivé partout extrêmement vite. Préoccupation par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Alors, c'est quoi le vivant? On me pose souvent la question. D'abord, des bactéries. Hein, la Terre est une planète bactérie. Ça veut dire une membrane. L'ADN est libre dans la cellule, il n'y a pas de noyau, et de l'eau dedans et dehors, et des échanges en permanence. Nous sommes couverts de bactéries. Chaque humain qui est là contient plus de bactéries dans lui et sur lui que de cellules humaines. Ne l'oublions jamais, nous sommes un monde de bactéries. Nous mangeons ça tous les jours, on vit avec tous les jours, c'est génial. Il y a quelques méchantes, il faut s'en occuper. Les protistes qui sont ici, alors ça, les protistes sont beaucoup moins connus en fait, c'est ça. Des grosses cellules à noyaux, ça c'est des dinoflagellés du phytoplancton, mais ce sont également les levures. Et sans levure, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de bière, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de français. Donc quand on vient me dire la biodiversité c'est un truc d'écolo farfelu, tu sais, moi j'en ai rien à faire, attendez, on ne mange que cela. Et on ne coopère qu'avec cela. Le Covid-19, je vous le dirai tout à l'heure, l'a bien démontré en fait. Hein. Les champignons et les plantes, et puis ensuite, bien sûr, les animaux. Je vous ai mis un petit tardigrade ici, très sympa. Qu'est-ce qu'on connaît? 2,4 millions d'espèces connues et décrites. Et je vous ai mis ici le blob. Alors, le blob, il est tout nouveau. Non, le blob, il a 800 millions d'années. On l'a découvert récemment. L'humain a eu de l'intérêt pour le blob. Thomas Pesquet en a monté un dans l'ISS là-haut. Et on a 4500 classes de France qui élèvent un blob. C'est une grosse amibe, hein, énorme, plusieurs mètres carrés, avec plein de noyaux. C'est génial. À quoi il sert le blob? C'est l'être vivant le mieux connu aujourd'hui pour trouver le plus vite possible le chemin le plus court pour aller quelque part. Magique. Alors voilà, Tara, mes amis de Tara, ils nous ramènent ça en 2015. 600 000 séquences pas connues, des virus, des bactéries, des protistes. Ça, c'est 98% de la biomasse de l'océan. L'océan, c'est 13% des espèces connues aujourd'hui. Tara, c'est un merveilleux travail dans la revue Science. Le 22 mai 2015, 5 papiers écrits par l'équipe. C'est absolument fantastique. C'est à la fois très emblématique, très pédagogique et une superbe science aussi en même temps. Une goutte d'eau de mer. Deuxième écosystème, un sol. Un sol, vous marchez dessus tous les jours. Vous oubliez ce qu'est un sol. Le sol, c'est génial. D'abord, c'est 2 fois plus d'espèces connues que dans tout l'océan. C'est assez peu épais un sol. Hein. Ce sont 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare. Ce sont des micro-champignons. Ici, 3,5 tonnes à l'hectare, des tardigrades, des vers de terre, des nématodes, des colamboles, des acariens. C'est ça, un sol vivant. On a tué, en 50 ans, la moitié des sols de la planète. J'aime pas être péremptoire, mais là, je vais le hurler. On ne nourrira jamais 8 milliards d'humains que nous serons dans un mois, hein, avec des sols qui sont morts. Premier travail agricole, ramener de la vie dans les sols, c'est fondamental. J'en parle beaucoup avec les viticulteurs en ce moment, bien sûr. Troisième et dernier écosystème, c'est quoi ça? L'intestin d'un bébé humain à la naissance. On est tous passés par là. Vous avez l'utérus de la maman qui est ici, là, qui met ce bébé au monde. Le moment magique, c'est ce qu'on appelle la rupture de la poche des os. Rappelez-vous, à ce moment précis, les bactéries de la maman vont se précipiter, non pas pour contaminer ce bébé, pour l'ensemencer. Chaque bébé humain met 3 ans pour avoir sa flore définitive qui est à lui. Tous ici, on échange, on a 1000 espèces de bactéries connues, on en échange tous 2 à 2, 200 qui sont exactement les mêmes. Et cet événement est fondamental. Si ça se passe mal, c'est terrible pour la vue future du bébé, ce que Boris Cyrulnik appelle les 1000 premiers jours. Et regardez, quand Tara s'est produit, ici avec les amis de Roscoff, on avait séquencé. Ils avaient séquencé en fait en bleu l'ADN de microalgues de l'océan qu'ils avaient ramené, en rouge l'ADN de l'intestin. Nous avons un tiers, avec exactement le même ADN entre une microalgue de l'océan et puis un organisme humain. On vient du même moule, 2 tiers avec une mouche, 2 tiers avec une banane. Alors respectez ce vivant. Si jamais on admet tous que nous en faisons partie, ça va tout changer. On fera beaucoup plus attention, bien sûr. Et voilà, ça c'est votre lit ce matin, pour vous achever. Et mon histoire, que vous dormiez tout seul ou à 2, ça marche très bien. Chaque humain à 37 degrés dans un lit bien humide le matin a entre 1 et 2 millions d'acariens. Ah, c'est moche, c'est plein d'épinets de poils. C'est génial, c'est émerveillant. Qu'est-ce qu'ils bouffent? Vos poils, ils mangent vos cheveux, les cellules de la peau qui s'en vont.
toutes les humeurs dans un lit humain après les ébats nocturnes, c'est le rôle des acariens. Alors, à part des cas particuliers d'hyperallergie, c'est superbe. Donc, nous sommes dedans. Arrêtons de croire qu'on peut échapper. On ne mange que du vivant et on ne coopère qu'avec du vivant. Alors voilà, c'est ça la biodiversité. Alors, je vous le disais, si j'enlève ici le verre des bouteilles, ici, là, et puis le nickel découvert, c'est que du vivant, effectivement. Et ça, on l'a complètement oublié parce que l'humain a oublié qu'il était vivant. Vous savez, je parle avec des gens, des fois je suis ahuri. Ceux qui me parlent qu'ils sont vivants, ils sortent d'un cancer. Ils me disent oui, j'ai été vivant, je sais ce que c'est que d'être vivant. Les autres, non. L'eau, on l'a dit ce matin, l'eau liquide, elle coule au robinet. On peut s'acheter à manger, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais en général, dans les gens de communauté où on est en ce moment, oui, on a oublié cela. Un humain, c'est de l'eau liquide, des cellules, du sel, depuis l'origine de l'humain. Et c'est vrai pour toutes les espèces vivantes. Toutes les espèces vivantes sont faites d'eau liquide et on la gaspille, on la pollue. Deux très jolis livres, Marc-André Sellos, Jamais seul, La vie d'un arbre, Éric Batteste, D'un bébé. Tout est entrelacé en fait. Chaque être vivant est une merveilleuse construction biologique, y compris bien sûr l'humain. Alors, le colloque, il y a juste un an, je passe rapidement, on se rend compte qu'on ne parle pas suffisamment du vivant, puis on se dit que si on ne fait rien, on va perdre 1 million d'espèces à l'échéance 10-20 ans. Alors, on se retrousse les manches et on travaille. Voilà, le bilan de l'IUCN il y a juste un an, c'est de constater que même en France métropolitaine et dans les territoires outre-mer, le vivant continue à partir. Alors c'est intéressant parce que le rapport qu'on avait publié en mai 2019, moi j'ai fait 5 ans partie de l'IPBES, hein, c'est l'IPCC Climat pour le vivant, et on disait en fait que le vivant s'en va partout, mais moins quand même dans les territoires gérés par les populations autochtones. J'étais à Darwin Climax il y a quelques jours, dimanche dernier, associé à des Amérindiens du Nord, des Sioux Dakota, des Arapaho du Nouveau-Mexique, et puis des Amérindiens d'Amérique du Sud, d'Amazonie, de Guyane et du Brésil. Et le sujet était « Nous sommes O, E-A-U ». Admettons-le, cette eau, elle n'est pas faite pour laver sa bagnole. L'eau est tellement, tellement, tellement essentielle. On a perdu ce respect vis-à-vis de cette molécule qui est la première molécule du vivant, même encore avant l'ARN et l'ADN. Alors voilà les questions posées. Est-ce qu'on met en place les conditions d'une nouvelle crise d'extinction parce qu'on détruit et on pollue? On surexploite la forêt tropicale humide ou la pêche, par exemple. On dissémine tout partout. Ce petit dinoflagellé ici, là, il s'appelle Alexandrium. Très sympa, il est mignon comme tout. Il peut tuer un humain en 20 minutes en élaborant des toxines qui sont effectivement très, très dangereuses. Et on le transporte partout, dans les cuves de pétroliers géants, absolument partout. Et le climat n'est que la 5e raison aujourd'hui du vivant qui s'en va. Donc vous voyez que tout ça nous préoccupe. Donc la question c'est, est-ce qu'on se préoccupe autant du vivant que du climat? Alors qu'est-ce qu'on fait pour le long terme? Climat, on a dit quelques mots, Jacques a esquissé quelques solutions. L'accès à l'eau, ne l'oublions jamais. Cette année, on vit une époque de sécheresse absolument inimaginable sous nos latitudes. Déchets spatiaux, j'en parlais pas beaucoup, mais c'est aussi une question. Déchets nucléaires, on peut en parler. Le stockage du CO2, l'évolution du vivant. Quelle gouvernance? Un des ouvrages qui m'a le plus, je dirais, surpris et intéressé, et je dirais bouleversé, c'est celui-là. Il est écrit maintenant, il y a une vingtaine d'années, Biomimicry, c'est ce qu'on appelle nous la bioinspiration, Innovation Inspired by Nature. On va aller chercher des solutions dans le vivant, dans la nature. Et je terminerai là-dessus tout à l'heure. Vous verrez que ma dernière dia vous montre l'avantage du vivant par rapport à ce qu'on fait dans nos économies occidentales en ce moment. Alors voilà. Quelle relation entre la biodiversité et les maladies nouvelles? One Health, une seule santé, un travail publié par Felicia Kissing il y a maintenant 10 ans dans la revue Nature, c'était au mois de décembre. Je lis ce papier, ça me bouleverse. Elle dit en fait que plus le vivant est abîmé, et plus on perd des espèces, et surtout, aussi important ce qu'on avait oublié, plus on perd de la variabilité génétique au sein de celles qui restent, et plus on ouvre les écosystèmes et on laisse partir des virus, des bactéries extrêmement dangereuses pour les humains. La relation entre l'effondrement du vivant sauvage et les pathologies humaines est très claire. Aujourd'hui, en gros, on a 5 maladies nouvelles par an chez l'humain, sur la Terre. 3 sont des sauts d'espèces. Hein, le virus ou la bactérie, ou le protiste, il passe d'une espèce à une autre. Ce qui s'est passé avec le coronavirus 19, c'est un virus de chauve-souris. On a raconté des tas de conneries.
Et là, moi, je suis horrifié de voir ce qui s'est passé parce que, en fait, la science n'est pas une opinion. La science est là pour nous éclairer. Je ne voudrais pas un monde dirigé par les scientifiques non plus. Hein. Mais s'ils étaient un peu mieux écoutés, ça marcherait quand même mieux. Et c'est là que la clé elle est là, la science. Hein. Le monde politique, lequel on pourra en discuter, les ONG et les citoyens, chacun d'entre vous, et l'entreprise aussi. Je pense que si l'entreprise ne s'en préoccupe pas, on aura beaucoup de mal, effectivement, pour s'en sortir. One Health, c'est le fait d'aller voir tout ça, et c'est toutes les maladies comme la rage, la grippe, les grippes aviaires qu'on a en ce moment dans la région, les fièvres de la vallée du Rift, on parle d'Ebola, le Covid. Aujourd'hui, c'est donc toute cette question des zoonoses. Hein. 60% des maladies des humains viennent d'autres espèces vivantes. Et aujourd'hui, je vous disais qu'elles se transmettent en permanence. Voilà. Regardez une seule santé, la santé de l'écosystème, de la vigne, le milieu, c'est très intéressant à regarder. Hein. Les problèmes, effectivement, des maladies des arbres, hein, les scolites sur les pins maritimes, ici en Nouvelle-Aquitaine, maladies des animaux et maladies des humains. Et un drame que l'on vit, c'est l'antibiorésistance. Merveilleux produit, les antibiotiques. Mais mal utilisés, utilisés à tort et à travers, ils nous posent un gigantesque problème. Les micro-organismes y résistent très bien. Aujourd'hui, on ne peut plus utiliser une maladie avec une molécule qui marchait très bien il y a 5 ou 10 ans. Donc, je vais passer là-dessus. Pour conclure, c'est pour vous montrer comment, depuis 50 000 ans, l'humain s'est contaminé à partir d'espèces sauvages, de l'animal à l'humain, en faisant 1 ou 2 cycles chez l'humain, de l'animal à l'humain avec plusieurs cycles chez l'humain. C'est le virus, en ce moment, on parle beaucoup, effectivement, de la variole du singe. Le pathogène passe de l'animal à l'humain et de l'humain à l'humain. Et enfin, des maladies où il n'y a plus que l'humain qui est l'hôte de ces pathologies. La varicelle, la syphilis, c'est également le cas, bien sûr, du HIV. Voilà, donc One Health, c'est ça. Faire attention aux écosystèmes. La maladie de Lyme, en ce moment, qui est si importante dans la région, pourquoi elle est là, transmise par les tiques? C'est parce que les tiques ont trouvé de fabuleux territoires de dissémination qu'ils n'avaient pas auparavant, parce qu'on a modifié ces écosystèmes. Il y a une seconde maladie qui nous préoccupe beaucoup en Nouvelle-Aquitaine, c'est le virus de Crimée-Congo, qui arrive d'Espagne, transmis aussi par les tiques, hein, parce qu'on a modifié les écosystèmes. Voilà, ça c'est les tâches de grippe aviaire, ben, c'est dramatique. Hein. Regardez la Nouvelle-Aquitaine, comment elle est touchée. Hein. Ça, c'est quand même des maladies qui ont fait entre 50 et 100 millions de morts humains il y a juste un siècle. Hein. La fameuse grippe espagnole était partie de canards aux États-Unis. Donc voilà, simplement faire beaucoup plus attention à ce qu'on fait. Et je vais clore là-dessus en vous disant que le principal risque aujourd'hui, bien sûr, lié au climat qui change, mais aussi aux vivants qui s'effondrent, on l'a abordé, tout à l'heure Jacques en a parlé, c'est la pauvreté, qu'il faut absolument qu'on arrive effectivement à combattre, parce qu'elle est un fabuleux moyen de dissémination de ces problèmes. Voilà, le vivant innove constamment depuis la nuit des temps, pour tous, y compris pour les gilets jaunes, ce que nous on ne fait pas forcément. Le vivant fait tout avec une énorme parcimonie d'énergie. Une libellule, elle vole à 100 km/h avec 2 watts. Elle voit 300 images à la seconde, 360 degrés. Elle encaisse 30 G en accélération. Un pilote de Rafale à 6 G, il est out, le type. Comment elle fait? Alors, au lieu de mettre des pesticides dans la mare ou des parkings par-dessus, allons voir comment le vivant a résolu ces questions depuis 4000 millions d'années, bien sûr. Hein. Le vivant ne s'auto-empoisonne jamais. Il fait des terribles poisons, mais il sait les dégrader. Nous, on a des molécules, 50 000 molécules qu'on ne sait pas dégrader. Le chlordécone à la Martinique, c'est une pure horreur. Hein. Toutes ces molécules à base de chlore, pesticides, insecticides, biocides divers et variés, le vivant n'aurait jamais fait ça. Et dans la nature, vous avez toujours gratuitement un acheteur pour vos déchets. C'est magique. Allons voir comment il fait. Donc le vivant travaille dans des conditions très simples et le vivant travaille effectivement avec des éléments qui sont abondants et avec beaucoup de parcimonie, ce qui est très rare. Un peu de sélénium, par exemple. Nous, demain, je ne sais pas, on va trouver le palladium, le ruthénium, le titane qu'il nous faut pour notre intelligence artificielle. Donc ma conclusion, elle est là. Stopper l'économie actuelle qui explique les problèmes stupides et suicidaires, qui consistent à faire du profit ou à le laisser faire en détruisant ou surexploitant le vivant. Merci.